La culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui, comme elle le fut des civilisations qui ont précédé celle-là. Il n'y a rien de plus épouvantable que l'art académique, qui est justement l'art non contestataire, l'art qui accepte. L'art doit discuter, doit contester, doit protester. Une politique culturelle est à la base de toute autre politique. Qu'il faut que les Français se retrouvent dans leur histoire, dans leur art, dans leur passé, pour qu'ils sachent mieux avoir l'ambition de leur avenir. Anniversaire de la naissance de la Troisième République qui a été choisie par le gouvernement du général de Gaulle pour date de naissance de la 5e. Citoyens, citoyennes, si certains voulaient la République sans le général de Gaulle et d'autres le général sans la République, la France, elle, voulait la République avec le général de Gaulle. Une fois de plus, Français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire, vous allez entendre le général de Gaulle. 3 mois plus tard, de Gaulle glisse à Michel Debré, nouveau Premier ministre. Nommez donc Malraux à la culture. Ça donnera du relief à votre gouvernement. Et quel relief, en effet? Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à monsieur André Malraux pour son roman La condition humaine. Compagnon de route des communistes avant-guerre, combattant de la liberté en Espagne, antifasciste notoire, Malraux incarne l'intellectuel engagé. De Gaulle dira un jour « Avec Malraux assis à ma gauche, je suis sûr de ne jamais tomber dans la médiocrité ». Debré n'avait pas apprécié, mais il avait nommé Malraux. Ainsi naquit le premier ministère d'État chargé des affaires culturelles de la République française. Non sur un projet, mais sur un homme. Première ambiguïté. Moi, je trouve que c'était une idée géniale. Et je ne suis pas certain, là je fais un peu de l'interprétation, je ne suis pas certain que l'idée soit partie, on va créer un ministère de la Culture et on va le donner à Malraux. Je crois que dans l'esprit de Gaulle, c'est l'inverse. Je veux Malraux auprès de moi. Que peut-il faire? Alors, De Gaulle lui a assigné le rôle de tenir la boussole indiquant le cap le plus élevé. Quand, au début de 1959, De Gaulle refait un grand ministère, alors que faire de Malraux? Et apparemment, c'est Pompidou, alors directeur de cabinet, très proche conseiller du général, qui lui dit, mais la culture, voilà, par exemple, là, c'est un peu, en France, un ministère de la culture, c'est très bien, ou les affaires culturelles, propose ça à Malraux, qui est un des plus grands artistes contemporains, mais le général dit, ben, c'est une bonne idée. À peine installé, Malraux prend des décisions dédiées au passé, à l'histoire, au patrimoine. En 1962, une loi protège les centres-villes historiques de la destruction. 50 ans plus tard, elle est toujours en vigueur. Action plus symbolique et plus visible, Malraux veut rendre à Paris, la capitale d'une France à nouveau fière et orgueilleuse, sa splendeur légendaire. Paris vit dans les plâtres. La campagne de ravalement bat son plein et les rues ressemblent chaque jour davantage à un gigantesque damier noir et blanc. Depuis le début de l'opération, 8000 ravaleurs ont déjà nettoyé plus de 100 km de façade. Place de l'Hôtel de Ville, les pigeons de Paris ont trouvé d'étonnants perchoirs posés pour eux le long de la façade. Et l'on redécouvre ainsi quelques inconnus célèbres vêtus de neuf et regardant Paris du haut de leur niche. Au même moment,
la France vit dans la douleur la guerre d'Algérie. Les intellectuels de tous bords se mobilisent bruyamment. Le manifeste des 121 appelle à l'insoumission. Parmi les signataires, Clara et Florence Malraux, l'ex-femme et la fille du ministre. L'auteur de La condition humaine n'en a cure. Toujours prompt à célébrer dans le cénacle des puissants la grandeur de la France et l'intemporalité de l'art, Malraux reçoit avec grandeur le Shah d'Iran au Petit Palais, Khrouchtchev au Louvre, Nehru à l'aéroport. Dans une première phase, le ministère n'a pas été un véritable ministère, ça a été avant tout une sorte de vitrine pour l'action, la parole et l'espèce de programme, d'ailleurs extrêmement hugolien, de Malraux, souhaitant, ou en tout cas prétendant souhaiter, que les chefs-d'œuvre de l'humanité soient mis à la disposition de tous. Malraux inaugure une nouvelle politique fondatrice, exprimer haut et fort le génie de la France dans des opérations pleines de brio. À Washington, loin de son quotidien ministériel, il présente avec éclat la Joconde au Kennedy et à l'Amérique. En France, il multiplie les opérations de prestige. L'Opéra de Paris fait beaucoup parler de lui en ce moment. Motif, son nouveau plafond déjà connu sous le nom de plafond de Chagall. C'est en écoutant Mozart que Chagall a peint ce plafond. Seules quelques rares personnalités ont pu le voir avant la conférence de presse, parmi elles, M. André Malraux et M. Georges Pompidou. Le nom de Malraux, le nom de Chagall, cela suffisait pour nous faire attendre quelque chose de magnifique. Je dois dire néanmoins que la réalité dépasse mes espérances. À vrai dire, d'ailleurs, il y a des fois où je me demande, depuis que j'ai vu ce plafond, est-ce qu'auparavant, il y avait un plafond à l'opéra ? Qui le sait? Malraux sait immensément sur l'art, sur l'histoire de l'art, sur l'art du XIVe siècle, sur l'art du XVIIe, sur l'art du XIXe, du XXe, mais enfin pas bien au-delà de Picasso, Braque, Chagall, enfin, il y a des grands hommes dont il est l'ami, C'est sûr qu'il estime à leur haute, à leur vraie valeur. C'est indubitable et il leur en donne les meilleures preuves. Mais les mouvements qui se manifestent à l'époque, le nouveau roman, la nouvelle vague, il avait du mal à se mettre. Il était déjà un peu, non pas académique, il n'est jamais allé à l'Académie française, il n'est pas parti aucune académie, mais enfin, il était un peu dans l'histoire, quoi, si vous voulez. Il était déjà un personnage de l'histoire. L'histoire, avec un grand H. Malraux la célèbre avec passion. Malraux orateur renvoie aux oubliettes de l'histoire, Malraux ministre de la Culture. Tout aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur, c'est la marche funèbre des cendres que voici, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Loin des discours, Malraux ministre essaie de transformer la France des années 60. À coups de symboles, de coups d'éclat. C'est son tempérament. L'État reçoit un don de statues de Mayol. Malraux décide personnellement de leurs emplacements. Ce matin, à Paris, dans la brume matinale non encore complètement dissipée, le jardin des Tuileries a connu une animation insolite. Branle-bas de combat. Les statues bougent. Monsieur André Malraux, ministre des Affaires culturelles, dirige les opérations. Les plates-bandes vont être redessinées. Les arbustes de peu d'intérêt vont être supprimés. Mais surtout, les statues jugées contestables vont être remplacées. Nous aurons donc un musée Mayol ouvert à tous au cœur de Paris.
Malraux affectionne ce type d'action, visible, rapide à mettre en œuvre. Pas de paperasse, pas de commission interministérielle, mais surtout, pas besoin de demander des subventions supplémentaires. En 10 ans, son budget ne dépassera jamais les 0,5% de celui de l'État. Il n'aimait pas parler d'argent, demander de l'argent, et puis il redoutait le ministre du budget, c'était Giscard à l'époque. Il se sentait, c'est drôle, tout à fait penaud devant lui, il n'avait pas Malraux. Bref, quand il venait faire le débat budgétaire, qui est la présentation du budget à l'Assemblée, on lui avait fait des fiches d'administration, la salle était pleine. Il montait à la tribune, et là il commençait un chapitre, il manonnait comme un curé qui récite son bréviaire. Mais ça durait 3 minutes. Il dit, écoutez, ceux que les chiffres intéressent, or les députés étaient venus pour les entendre, vous les lirez demain dans l'officiel. Maintenant, parlons d'autre chose. Malraux, quand il parlait de culture, il a dit des choses absolument fulgurantes et passionnantes, mais il a aussi dit que c'était un supplément d'âme. Alors un supplément d'âme, ça doit pas coûter bien cher, n'est-ce pas? Le général de Gaulle était en matière de dépenses extrêmement radin. C'est un grand homme qui lâchait les sous. Les siens, c'est pas la question, bien sûr, mais il n'en avait pas d'ailleurs. Mais les sous de la France, non. Alors, oui, il y a la défense nationale, il y a la diplomatie, il faut représenter la France à l'extérieur, faire de belles expositions, etc., pour la gloire de la France. Mais le bon, bâtir des choses dans Paris, ça va coûter beaucoup d'argent, ça va coûter beaucoup d'argent au peuple français. Et il y a un côté, dans ce sens-là, une réaction, une sensibilité sociale, bien entendu, parce qu'au fond, on bâtit des musées qui servent plutôt à 7% de la population française, et les autres pourcents n'ayant pas beaucoup de présence dans les musées. Permettre aux Français d'accéder à la création, ce sera l'ambition des maisons de la culture. Dès 1959, Malraux projetait d'en ouvrir une par département. Pour construire ces cathédrales du XXe siècle, forcément coûteuses, les collectivités locales doivent participer à 50% du financement. Dans l'urgence, différents bâtiments sont récupérés. À Bourges, un palais des congrès. À Paris, un cinéma. Il y avait à la fois un rêve de 1936, des premières maisons de la culture, celles qui avaient eu lieu à Paris. Il y avait les idées de la libération, et puis il y avait ce besoin d'équipement et du ministère de la Culture de s'affirmer. D'une certaine façon, les hautes sphères du gaullisme ne sont pas fâchées de dire nous aussi on est populaire, nous aussi on regarde vers le peuple. C'est pas un gouvernement de militaires réactionnaires, c'est pas ça. Nous avons même créé le régime contre les militaires réactionnaires. Donc je crois que se donner une petite couleur, sinon rouge mais un peu rose, ne déplaît pas aux hautes sphères, et notamment au général. La ville d'Amiens possède cette magnifique maison de la culture dans laquelle les Amiénois pourront trouver un théâtre de plus de 1000 places doté de moyens techniques les plus modernes, une salle de lecture, une salle d'audition, un bar, le tout dans un décor agréable, ultra-moderne, où diverses expositions d'art pourront être organisées. En créant ces maisons de la culture, M. Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles, voulait, je cite, rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible des Français. Il y a derrière probablement l'idée de cette œuvre d'art totale qui a hanté la fin du XIXe siècle et qui a hanté particulièrement Malraux et sa génération, et l'idée que cette œuvre d'art totale, qui mettrait en jeu le théâtre, la musique, les arts plastiques, et la danse et autre chose, pourrait participer à une sorte de culte nouveau, de culte démocratique ou de culte social en quelque sorte, de religion laïque. C'est d'ailleurs une très belle idée, mais extrêmement utopique et difficilement réalisable autrement que dans un beau livre ou dans un livre bien illustré. Mais j'y ai cru parce que ça permettait de faire se rencontrer, se mêler, se confronter les différents arts, et qu'il me semblait que c'était une bonne
pratique. Faute de disposer d'animateurs compétents, le ministère fait appel aux seuls professionnels de l'action culturelle existants, les directeurs de centres dramatiques, souvent proches du Parti communiste. Ce réseau est issu de la décentralisation théâtrale initiée par Jeanne Laurent sous la 4e République, quand sévissaient d'obscurs secrétaires d'État aux Beaux-Arts. Pour moi, l'installation des maisons de la culture, c'était une chance de pouvoir réaliser ce que je rêvais de réaliser, c'est-à-dire installer un théâtre populaire dans un véritable quartier populaire, c'est-à-dire le 20e arrondissement. C'était ça, pour moi, les maisons de la culture, et pas autre chose. Politiquement, la situation n'est pas facile pour Malraux, parce qu'il va à l'encontre de notables de droite qui sont en train de rejoindre le général de Gaulle. À l'origine, il y a eu une sorte de technostructure culturelle, comme on trouvait dans d'autres domaines, au niveau du commissariat au plan, par exemple, qui voulait moderniser la France. Et la culture était un des facteurs de modernisation. Et puis, elle se heurte aux notables locaux qui veulent conserver le théâtre traditionnel, la salle des fêtes, les expositions locales qui ne sont pas ouvertes à l'art moderne. Est-ce que les maisons de la culture n'ont pas été, si on peut dire, je m'excuse de l'expression, un trappe-couillon pour le régime, et que les ayant créés, il les a vus se retourner contre lui? Je crois que, je prends la deuxième question d'abord. Je crois que Malraux avait assez bien prévu ça, avait prévu qu'en effet, les maisons de la culture, c'était des chaudrons, et que ce chaudron pouvait faire des bouillons hostiles au pouvoir. Lorsque Malraux accueille De Gaulle à Bourges, il est de plus en plus indifférent au sort des maisons de la culture. Les crédits stagnent et la contestation gronde chez les artistes qui réclament derrière Jean Vilar, figure tutélaire du militantisme artistique, 1% du budget de l'État pour la culture. Depuis quelques mois, Malraux, loin des préoccupations de son ministère, se réfugie dans la solitude, l'alcool et l'écriture, hanté par la mort. En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité. Pour des raisons assez mystérieuses, tous les gens qui sont ici ont compris que tantôt avec la douleur et tantôt avec le rire, ce qui avait survécu pendant les siècles était l'arme la meilleure que le monde puisse trouver contre ce qui était en train de le menacer. Telles sont, mon général, les raisons qui ont guidé les femmes et les hommes qui sont devant vous. Je tenais à vous le dire en leur nom. Malraux n'était pas un administratif. Au fond, lui, il poursuivait un rêve, une utopie culturelle, mais il ne créait pas les fondations. C'était un artiste, c'était un poète, un inventeur, un créateur extraordinaire. C'est pas moi un ministre, parce qu'il y a des secteurs entiers du ministère dont il ne s'est pas occupé. Enfin, c'était pas vraiment un ministre, heureusement d'ailleurs, parce que c'était pas ça qu'il fallait à ce moment-là. Malraux admettait volontiers que la musique l'indifférait. Même si son action dans ce domaine fut particulièrement tumultueuse, elle fut sans aucun doute la plus cohérente. Pierre Boulez, dans les années 60, est un jeune chef d'orchestre et un compositeur d'avant-garde, déjà reconnu dans le monde entier. Malraux, dont on aurait pu penser qu'il apprécierait le caractère entier et la forte personnalité de ce créateur ambitieux, va s'en faire un ennemi mortel. Pierre Boulez, vous avez attaqué violemment les responsables musicaux. Qu'est-ce qui ne va pas, à votre avis? Bien, ce qui ne va pas, c'est l'organisation de la musique qui est complètement mauvaise et qui est absurde le plus souvent. On ne manque pas de talent à Paris, bien au contraire, mais la plupart du temps, ils sont comme des instruments dont on ne se sert absolument pas, c'est-à-dire qu'ils se couvrent de rouille. Il existait certainement une politique musicale, mais elle était très faible. Elle était, disons, confinée dans une direction qui était autonome, qui était rattachée au ministère de la Culture.
et qui comportait des gens tout à fait fallots, épisodiques, officiels, plus ou moins officiels, parce qu'ils avaient certains diplômes de conservatoire, ou comme ça, mais aucune personnalité, vraiment, et aucune directivité. Donc, comment voulez-vous qu'un magma pareil puisse définir une politique? Il n'y avait rien comme politique. Malraux est d'accord avec le diagnostic de Boulez. Dans un premier temps, d'ailleurs, il demande à Émile Biasini, en charge de la musique, de prendre contact avec le compositeur pour lui demander des suggestions. Mais rapidement, un autre personnage, tout aussi légitime, propose un projet concurrent. C'est Marcel Landowski, un compositeur, inspecteur général de l'enseignement musical au ministère de la Culture. Boulez d'un côté, Landowski de l'autre, Malraux comme arbitre. Marcel Landowski est arrivé comme un peu le représentant des anciens, si vous voulez, de compositeurs qui refusaient la modernité, si vous voulez. Tandis que Boulez, lui, au contraire, arrivait tout à fait triomphant. Il disait qu'il fallait que la musique soit comme le théâtre, une musique d'avant-garde et comme le théâtre d'avant-garde. Lui-même ne revendiquait pas pour lui-même un poste, si vous voulez, mais il était le porte-parole quand même de tout un courant très moderniste. J'étais probablement le seul à avoir l'expérience internationale, en tout cas, de comment organiser une vie musicale professionnelle. On parlait de choses que certains connaissaient et que d'autres ne connaissaient pas. Donc, quel dialogue voulez-vous établir? C'est absolument impossible. La jeunesse s'enflamme pour les Beatles et les Stones, mais l'enseignement du solfège semble sortir du 19e siècle. Il est grand temps d'engager des réformes en profondeur. C'est sur ce critère que Malraux va faire son choix. Tout le monde pensait que Malraux allait choisir Boulez et la modernité, etc. Et Malraux, qui avait dit à l'Assemblée « on ne m'a pas attendu pour ne rien faire » sur le plan musical, que Malraux a choisi Marcel Landowski à l'étonnement de tout le monde. Landowski, oui, certainement, était demandeur, puisqu'il a pris cette place. Et très bien, moi je considère à ce moment-là que si des gens sont très désireux d'occuper une fonction, il faut leur donner. Sans ça, leur vie serait inaboutie. Je pense que cette décision a été prise par Malraux de lui-même. C'est qu'il a comparé véritablement les programmes et il a vu la différence entre un programme extrêmement solide que j'ai vu et que j'ai étudié, et des propositions quand même terriblement floues de la part de Boulez. Le ministre aurait pu me consulter, en tout cas dans ce dilemme qu'il fallait résoudre. Il pouvait au moins s'informer des deux côtés. Or, cette information n'a certainement pas eu lieu. Dans la grande salle du ministère des Affaires culturelles, rue de Valois, à Paris, en présence du ministre, M. André Malraux, M. Marcel Landowski, directeur de la musique, a exposé les perspectives d'avenir de l'action entreprise par les affaires culturelles en faveur de la musique en France. De tout ce que vous avez réalisé en une année, quel est l'élément, à votre gré, le plus spectaculaire ou le plus important? Le plus spectaculaire, probablement, l'Orchestre de Paris. Le plus important, je crois, la réforme de l'enseignement musical sur différents plans, ainsi que la création projetée des orchestres régionaux qui vont donner vie à une forme de régionale, générale de la musique. Boulez, naturellement, a honni ce gouvernement, enfin, et ce ministre de la Culture, qui l'avait empêché de mener à bien ces réformes. André Malraux ne s'est pas laissé faire et il a négligé ce qu'il appelait lui-même cet incendie de bémols en colère. Il passait peut-être 1 heure à son ministère par jour. Et c'est pas comme ça qu'on mène un ministère. C'était je ne veux pas non plus cracher sur sa mémoire, c'est pas du tout mon rôle. Mais enfin, c'était une espèce de totem. Et derrière ce totem, il n'y avait rien. Attention. 1, 2, 3, 4.
réforme de l'enseignement musical est mise en place. Marcel Landowski, modeste compositeur mais vrai stratège politique, restera à la tête de la direction de la musique jusqu'en 1974. En 8 ans, il verra son budget multiplié par 7 et son action respectée par tous ses successeurs. En matière de cinéma, Malraux avait des choses à dire et à faire. En 1960, il créa la commission d'avance sur recettes et par cette mesure favorisa directement l'éclosion de la nouvelle vague. Il eut le courage de dénoncer régulièrement la vision commerciale du CNC qui, selon lui, depuis 1947, ne favorisait aucunement le cinéma d'auteur. Monsieur André Malraux accordait une attention particulière au cinéma. Le ministre d'État chargé des affaires culturelles inaugurait le nouveau siège de la Cinémathèque française. À travers l'exposition, il a pu revivre les premières heures de la vie du 7e art et conclure sa visite sur une promesse. La Cinémathèque française sera la première du monde. L'objectif majeur pour la Cinémathèque, ça a été la réalisation du grand musée du cinéma. Dans la pratique, je peux vous dire qu'il n'y aurait jamais eu le Palais de Chaillot, il n'y aurait même pas eu la salle de projection telle qu'elle est, s'il n'y avait pas eu le ministre, sans M. Malraux, il n'y avait pas ni palais. Il y aurait sur le papier, oui, on nous aurait promis tout ça, mais nous n'aurions rien eu. Henri Langlois, ce cinglé de cinéma, avait créé dès 1936 en compagnie de Franju ce qui allait devenir la future Cinémathèque française. Pendant 30 ans, il réussit à amasser dans des conditions improbables près de 50 000 films. Le cinéma, à l'époque, ne bénéficiait ni de dépôt légal, ni de protection d'aucune sorte. Hier encore, ces vedettes de l'écran étaient admirées par le monde entier. Mais la célébrité est chose bien passagère. Les vieux films sont aujourd'hui déchiquetés, puis trempés dans des bains chimiques afin d'être débarrassés de leurs images. La pellicule est ensuite fondue. Et maintenant, la vedette de l'écran servira à vous vernir les ongles. Mais ce n'est pas tout. Les restes des films vont subir une nouvelle transformation et deviendront bientôt cirage. Vous devinerez peut-être sur le brillant de vos chaussures le sourire de celle qui vous fit rêver quelquefois. Chaillot, siège de la Cinémathèque, devient rapidement le cénacle branché de la nouvelle vague. Langlois se sent porté. Je trouve très bien que Langlois, fou de cinéma, s'est arrangé pour faire de la Cinémathèque sa chose. Tous les soirs, j'allais à la Cinémathèque. Langlois s'était pris d'amitié pour moi. À la fin de la soirée, il y avait une recette. Bon, et il disait, bon, ben, voilà la recette. Bon, ben, Alexandre, voilà, on voilà un peu, puis on voilà un peu, puis voilà. C'est quand même pas une manière de gérer la Cinémathèque. N'importe qui vous dira que c'est pas possible comme ça. C'était un fou, un délirant, un amant de sa maison. Les films, c'était absolument sacré. Il n'y avait rien de plus sacré au monde qu'un film. Il aurait tué pour des films, Langlois. C'était vraiment un fou, mais c'était sa grandeur, son talent, c'est pour ça qu'on l'aimait aussi. L'administration ne l'entend pas de cette oreille. Depuis 1965, un rapport de vérification de l'inspection des finances pointe les dysfonctionnements de la Cinémathèque. Langlois refuse d'ouvrir ses livres de comptes. Le 8 février 68, il est démissionné et remplacé par Pierre Barbin, le directeur du Festival de Tours. Le lendemain, la presse s'empare de l'événement. Elle offre ses tribunes aux cinéastes. L'affaire Langlois est née. On a tous défendu Langlois. Et moi, j'ai rappelé une phrase qu'avait dit Fritz Lang, qui avait dit « Je n'ai pas de patrie, pas de famille. Mon seul tombeau, c'est la Cinémathèque. Tout ce que j'ai, je le lègue à Langlois. » Le 15 février, 3000 manifestants occupent la Cinémathèque. La censure, 2 ans plus tôt, du film de Rivette, La religieuse, est présente dans tous les esprits. À quelques semaines de mai 68, les universités s'agitent. Les CRS chargent avec violence. Jean-Luc Godard est blessé.
En général, les films sont exploités pendant une période de 7 ans. Après, ils sont projetés dans des salles d'art et d'essai, comme celle-là. Si parfois leur vie peut se continuer, c'est grâce à Henri Langlois qui, à la Cinémathèque française, se charge de leur conservation. Et si vous avez choisi de venir voir le film que vous voyez ce soir, ou si vous avez l'habitude de revoir les films que vous aimez, vous êtes donc forcément des amis de la Cinémathèque. Alors n'attendez pas pour adhérer au comité de soutien de la Cinémathèque française. Le 22 avril 1968, à un mois des élections législatives, Georges Pompidou, Premier ministre, ne veut plus de vagues. Il intime l'ordre à Malraux de réintégrer Langlois. Malraux s'incline. Qu'est-ce que c'est que l'affaire Langlois? C'est l'administration contre le rêve. Alors il aurait fallu la traiter avec un peu plus de tact, je dirais. Il est difficile de comprendre quelle était la position de Malraux dans cette aventure, parce que tout avait été improvisé, tout avait été prévu au dernier moment, ou pas prévu du tout, et je ne peux pas dire que Malraux ait conduit les affaires. Henri Langlois a donc gagné. Il restera directeur de la Cinémathèque jusqu'à sa mort. En mai 68, alors que la France entière est soulevée d'enthousiasme et de panique, Malraux ne bronche pas. Lui, le révolutionnaire, le lyrique, ne semble rien avoir à dire aux artistes et à la jeunesse. Pendant l'occupation de l'Odéon, Malraux ne soutient même pas son ami Jean-Louis Barrault qui dirige le théâtre. Pire, il le révoque. En 68, tout se cristallise dans les maisons de la culture. C'est-à-dire que la contestation, surtout dans des villes où il n'y a pas d'université, va dans les maisons de la culture et les directeurs de maisons de la culture ouvrent les portes. À Amiens, à Caen, à Bourges, où c'est un véritable forum. On fait la Sorbonne. Vous pensez à la grande peur qu'éprouvent les notables locaux. Et ils sont accusés par leurs propres électeurs. On dit, mais c'est vous qui avez installé ces directeurs de maisons de la culture qui veulent faire la révolution dans leur théâtre. Donc il y a une réaction après 68 qui est très forte, et Malraux ne peut pratiquement pas s'y opposer. Donc Malraux va défendre quinquennat la politique culturelle après 68, au moment des débats budgétaires, mais on sent bien que quelque chose est brisé. L'orateur Malraux était fait pour les chairs, disait Max Jacob. Était-il fait pour le pouvoir ? En 1969, le budget de son ministère régresse. Malraux ne le quitte pas pour autant. Si l'échec du général de Gaulle au référendum du 27 avril 1969 le remplit d'amertume et de tristesse, son départ du ministère, rue de Valois, fut en définitive pour lui un soulagement. Malraux était épuisé. Au nom du Conseil constitutionnel, j'ai l'honneur de proclamer Georges Pompidou président de la République française. Georges Pompidou, l'ancien Premier ministre du général de Gaulle, n'a pas oublié les événements de mai 68. Son projet, réconcilier les Français avec leur époque. La mythologie gaullienne de la grandeur de la France est renvoyée au livre d'histoire. Une page est tournée. Chère vieille France, la bonne cuisine, les folies bergères, le gai Paris, la haute couture et de bonnes exportations. C'est terminé. La France a commencé et largement entamé une révolution industrielle. Normalien, agrégé de lettres, Georges Pompidou pérennise le ministère des Affaires culturelles. Il le confie au fidèle gaulliste mais peu charismatique Edmond Michelet. Ça tombe bien, le nouveau président de la République a des idées sur la culture. Passionné d'art contemporain, ami de Vasarely, d'Armand et de Boulez, Georges Pompidou décide seul le premier des grands travaux de la Ve République, le Centre Beaubourg.
Le plus grand chantier culturel de la France au XXe siècle lui avait été refusé à la fois par Malraux et par De Gaulle quelques années auparavant. Lorsque mon mari n'était pas encore aux affaires, était à la Banque Rothschild, et j'allais souvent le chercher en voiture, et on passait à travers ce plateau Beaubourg, qui était à ce moment-là en ruine, insalubre, dans un état absolument épouvantable. Et il disait, c'est dommage que cet espace soit perdu. On pourrait y faire... Il avait abordé une bibliothèque, parce qu'il trouvait que les bibliothèques manquaient à Paris, qu'il n'y avait pas assez de bibliothèques. J'ai déjà pensé à ça, et ensuite, en y repassant 36 fois, il disait, décidément, il faudrait faire quelque chose. Parmi 680 projets venus du monde entier, un jury international, présidé par M. Prouvé et Gaëtan Picon, a retenu l'idée de deux jeunes architectes associés, l'italien Lorenzo Piano et l'anglais Richard Rogers. Cette maquette du futur centre culturel monumental intrigue le public. Pompidou n'était pas fanat, mais il était fair-play. Il a dit, du moment que le jury a choisi, je m'y rallie. Mais le simple mot « je m'y rallie » voulait bien dire que c'était faute de mieux. Il aurait préféré une autre architecture, je crois. En rentrant à l'Élysée, je me souviens, il m'a dit, ça y est, j'ai vu le projet. C'est probablement formidable, mais ça va faire crier. Moi, je crois que c'est l'erreur monumentale du siècle. C'est une boîte, une prison. On fera des expériences comme sur des lapins ou comme dans les hôpitaux psychiatriques. C'est quelque chose qui va fonctionner. Vraiment, c'est le démarrage, je crois, d'une époque. C'est trop compliqué pour moi. Je crois qu'on a besoin d'autre chose que de musées. Il faut bien un centre culturel, mais c'est très gênant pour le parking. J'espère qu'ils en ont prévu sous l'immeuble. J'aime pas parler politique, mais je dois dire que là, la gauche et la droite étaient contre dans les deux cas. La gauche, parce que c'était une intrusion du pouvoir, de l'État, sur la culture, de la part du chef de l'État. Et de l'autre côté, c'était des gens qui trouvaient que c'était pas la peine, que c'était pas intéressant, qu'il n'y avait pas besoin de changer les choses. Enfin, la moitié des gens qui vivent pas avec leur temps. L'art est toujours plus ou moins une remise en question des choses. Enfin, si l'art consistait à dire oui, bravo, c'est admirable, l'art serait ennuyeux. Il n'y a rien de plus épouvantable que l'art académique, qui est justement l'art non contestataire, l'art qui accepte. L'art doit discuter, doit contester, doit protester. Pompidou va bientôt pouvoir le vérifier. En 1972, il organise une exposition d'art contemporain au Grand Palais, au lieu de l'académisme. C'est une première. Jacques Duhamel, ministre de la Culture depuis un an, l'inaugure. Il tente avec audace de mettre en œuvre une politique tournée vers l'innovation et la démocratisation culturelle. Il obtient un budget en hausse de 40%, un exploit. Mais pour l'heure, il est confronté à une fresque provocatrice, l'histoire d'un groupe de moutons de Panurge, les Français, conduits par leur berger, Charles de Gaulle, vers leur mort, un grand méchoui. La toile est précédée par une phrase de Jacques Chaban-Delmas, alors Premier ministre, « Quand l'art se mêle de politique, on entre dans l'ignoble ». L'exposition avait été l'objet de nombreux débats chez les peintres. Il y a deux attitudes. Il y a ceux qui pensent qu'on va être bouffé par le système, par le régime qui ne s'intéresse pas à nous et qui pourtant nous récupère, comme on disait. Et puis d'autres qui pensaient, nous, c'est une tribune, on a des choses à dire, on accepte la tribune, on y va. Bon, à ce moment-là, il y a les forces de police qui interviennent. Pourquoi? Parce que la reine d'Angleterre passe sur les Champs-Élysées. C'est comme ça, les coïncidences de grands événements. L'histoire a failli faire sauter le gouvernement. On décroche les œuvres, on enlève les toiles, on va au-devant des forces de police et on fait un magnifique happening couvert par la presse entière, parce que avec ces œuvres qui représentent les gens du gouvernement, on va au-devant des forces de police, alors ils y comprennent rien, on les voit qui se grattent la tête et qui s'en vont et qui reculent, les gens applaudissent, on est ravis. C'est une apothéose qui a ses limites, puisque en même temps c'est un échec de la peinture, parce que c'est pas la peinture qui chasse les forces de police, c'est l'acte lui-même qui devient en effet un geste qui rentre dans l'histoire de l'art. Mon mari avait attaché beaucoup d'importance
en tant que préfiguration du projet du centre pour le renouveau culturel de la France. C'est quelque chose de très important. Et ça a mal passé. Il n'y a eu, je crois, que 70 000 visiteurs, ce qui a l'air pas mal, mais c'est pas beaucoup quand même pour Paris. En tout cas, pour mon mari, ça a été une vraie déception. C'est la première fois que je l'ai vu vraiment déçu, pour le coup. Pas abattu, mais très déçu. Pour la gauche, il est évident que la culture peut devenir pour certains un instrument du passage à une situation révolutionnaire. C'était un petit peu notre pensée. À l'époque, il y avait en arrière-plan de tout ce qu'on faisait l'idée qu'il y avait une révolution qui allait venir et qui allait tout changer. C'est-à-dire qu'à partir de là, plus rien n'est comme avant. Du passé, faisons table rase, si vous voulez. Il est évident qu'il faut qu'il y ait une contestation, il faut qu'il y ait une opposition, il faut que les gens cèdent du contact, du dialogue et même d'une discussion, voire d'une certaine violence que petit à petit se fait le monde. Si j'étais un simple particulier, je trouverais peut-être que l'action de mon gouvernement n'est pas excellente, c'est même probable. Et moi-même, au fond de moi-même, il m'arrive de critiquer certaines des choses que nous faisons, mais je suis dans l'action, je suis bien obligé de choisir. Georges Pompidou me dit d'une voix grave et avec ce regard très perçant, très impressionnant qu'il pouvait avoir, vous devriez faire comprendre à Jacques Duhamel que l'excès de liberté, c'est fini. En avril 1973, Jacques Duhamel décède. Il est remplacé par l'académicien Maurice Druon. Georges Pompidou m'a donné audience, et puis ses instructions étaient brèves, et il m'a fait simplement... Chaque administration en faisait un petit peu à sa tête. Et puis j'ai trouvé des gauchistes installés dans toutes les administrations. On n'était pas loin de mai 68, rappelez-vous. Nous étions, nous, les concepteurs du centre, tous une ribambelle de jeunes gauchistes de mai 68. Et ce centre est né dans des cervelles d'animateurs des mouvements de gauche. Et nous trouvions dans ce centre une sorte d'aboutissement de nos espérances. Adieu, monsieur Baltard, il faut faire place à l'art. Le plateau Beaubourg est un immense chantier où l'on travaille jour et nuit pour pouvoir inaugurer dans 3 ans un centre international d'art contemporain. Malgré l'opposition de la droite et l'involontaire complicité des gauchistes issus de l'ENA, le projet suit son cours. S'il est piloté par Maurice Druon, l'un de ses principaux opposants, c'est qu'en France, on ne contredit pas les désirs du prince. Au mieux, on les infléchit légèrement. On ne pouvait pas éviter que l'arrière, ça soit ses intestins, grêles ou gros, que l'on voit et tout peinturluré. Mais en plus, la façade, il devait être tout à fait bariolé. Ah, j'ai dit non, hein. Couleur uniforme. Moi, on le verra, mieux ça vaudra. Pompidou est mort. C'est par ces 3 mots que nous avons appris à 21h58, très exactement, par un flash de l'agence France-Presse, que le président de la République était décédé. Le décès du président, c'était la grande interrogation. Parce que nous avions passé les marchés à toute vitesse. Donc, tout l'argent était dépensé. Mais la charpente métallique n'était pas encore arrivée sur le terrain. Si bien qu'à cette époque, le directeur du budget de Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances, pas encore président de la République, il est ministre des Finances jusqu'à son élection comme président, fait faire des hypothèses. Je supprime 1 étage, 2 étages, 3 étages, je supprime tout. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte comme économie pour le budget de l'État? Et moi, je dis, c'est pas dans ce sens-là que ça se découpe, mais que comme un cake, c'est dans le sens vertical. Ça fait 150 mètres de long, je peux t'en faire pour 100 mètres. Je peux t'en faire pour 50 mètres, mais je ne peux pas enlever un étage parce que les poutres, elles sont déjà usinées. Donc je ne peux pas couper les poutres. Par contre, je peux te couper le gâteau dans la longueur. Mais je dis, attention, on peut ne rien construire du tout. Le parking est fait. Il y a 1000 places. Ça sera le parking le plus cher du monde. Si vous voulez un scandale, faites cela. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. C'est votre président qui vous parle. L'été 74, je suis dans mes montagnes,
Je vois arriver un gendarme, il n'y avait pas de chemin, pas de téléphone pour me joindre, etc., à pied, qui me dit « Vous êtes requis d'urgence à Paris, conseil restreint à l'Élysée. Le président de la République doit opter entre les Halles et Beaubourg. » Donc Bordas voulait me joindre, mais j'étais injoignable. Donc j'arrive, je prends le premier avion, j'arrive à Paris. Effectivement, Valéry Giscard d'Estaing convoque la presse pour annoncer l'arrêt du centre Pompidou. Et Jacques Chirac a mis sa démission dans la balance. Alors, c'est comme ça que le centre a pu exister. Devant un parterre de chefs d'État et 5000 invités, Valéry Giscard d'Estaing a inauguré hier soir le centre Georges Pompidou. Je me souviens avoir été invité à l'inauguration et ne pas y être allé. Ça ne servait à rien, cette attitude un peu nulle. Mais l'idée qui arrivait à ce moment-là, c'était que Beaubourg allait être le lieu où allaient se concentrer les pires des attitudes à l'égard de l'art, c'est-à-dire le vedettariat, c'est-à-dire le poids du marché, c'est-à-dire une espèce d'effet médiatique aussi permanent. C'est-à-dire, il fallait être à Beaubourg pour exister. Si on n'y était pas, on n'existait pas. Et la campagne sur le thème marchandisation de l'art, le supermarché de la culture, il y a eu les intellectuels, Beaubourg implosion ou explosion. Les meilleurs esprits ont écrit. Bon, ils se sont trompés. Ils l'ont reconnu d'ailleurs après. Et Beaubourg est devenu la première des maisons de la culture voulues par Malraux. Le problème, c'est que c'est pas Malraux qui l'a faite, c'est Pompidou. Donc c'était l'Auvergnat, au fond, réaliste, le politique, l'amateur de culture qui réalisait les rêves fous de Malraux. Vous connaissez la formule d'André Malraux à propos du gaullisme. Le gaullisme, c'est le métro à 6 heures du soir. Eh bien, le centre Beaubourg a été voulu comme étant, d'une certaine manière, le métro à 6 heures du soir. C'est-à-dire que tout le monde puisse y entrer et qu'on y trouve tout le monde. Je pense que Beaubourg, c'est un événement post-68 et que par rapport à la mémoire encore vive de 68, c'était quand même une espèce de... Pas de cristallisation, pas de fixation, mais enfin, c'était quand même solidifier la culture dans une monumentalité, dans une espèce de... Bon, voilà, alors, même si Beaubourg voulait être fluide, les espaces fluides, ouverts, la convivialité, etc., c'était quand même une espèce de... Oui, ça apparaissait un petit peu comme un sarcophage, quoi. Giscard est un homme d'une certaine culture. Son goût s'arrête au XIXe siècle. On peut dire que la vie culturelle de son époque, il ne la comprenait pas bien. Il avait, je crois, un réflexe très sain, c'était de dire « laissons les choses, voyons comment elles se développent ». Traduction immédiate du giscardisme culturel, le ministère de la Culture redevient un simple secrétariat d'État. En 7 ans, son budget va diminuer de 10% et 4 ministres s'y succéderont. Michel Guy, le premier d'entre eux, proche de Georges Pompidou et instigateur du flamboyant Festival d'automne, supprima au nom du libéralisme la censure. Il nomma des artistes à la tête des institutions culturelles et créa l'indispensable Office national de diffusion artistique. Il sera le premier à nouer un dialogue contractuel avec les collectivités locales. Ce sera l'objet des chartes culturelles. À travers les chartes culturelles que je signais avec un certain nombre de grandes villes de province, nous sommes en train de traiter un véritable réaménagement complet et au niveau de la sécurité et au niveau des collections de la plupart des grands musées de province pour en faire, si possible, des musées, de grands musées européens. Il s'agissait, et sans doute ça doit être vrai aujourd'hui aussi, simplement de dépenser différemment l'argent. Ça ne coûtait pas plus cher aux collectivités locales,
mais on leur suggérait de dépenser différemment leur argent avec une vision globale. Et comme carotte, il y avait 3 sous que donnait le ministère. En 1978, après avoir été un temps rattaché à l'environnement sous Michel Dornano, le ministère de la Culture intègre pour la première fois la communication. À l'époque, il y avait une réflexion qui était l'idée que la télévision, essentiellement, pouvait être un instrument de culture remplaçant, si vous voulez, les maisons de la culture en béton héritées du Front populaire, qui était le rêve de Malraux, et qu'au fond, on pouvait faire pénétrer chez les gens les plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité, le fameux décret constitutif du ministère. Alors moi, j'y croyais. De timides essais sont menés, et d'abord la diffusion en direct de l'Opéra de Paris à 19h30 et en allemand de Loulou, l'œuvre d'Alban Berg. Alban Berg en prime time à la place du Big Deal, et puis les pièces en anglais, si vous voulez, à la place des Feux de l'amour, puisque c'est ça, c'est à cet endroit-là que ça se passe, ça paraît insensé. Il y a eu une réaction extraordinairement hostile des dirigeants de la télévision. Ils se sont rendus tous les 3 chez Raymond Barre, chez le Premier ministre, en disant « Attention, un malentendu est en train de se créer, il y a un ministre de la Culture et de la Communication, et nous craignons qu'il n'ait compris que son rôle est d'introduire de la culture à la télévision. Or ça, il n'en est pas question, car nous, notre problème, c'est d'avoir plus d'annonceurs, c'est-à-dire que tous les vices, si vous voulez, de la télévision moderne, la dictature de l'audimat, la ménagère de moins de 50 ans, etc., tout ça était dans la tête des dirigeants publics de la télévision en 80. Au revoir. Le septennat de Giscard d'Estaing s'achève sur un constat, celui du divorce entre le régime et les artistes. Les radios libres, muselées par le pouvoir, en sont le symbole le plus éclatant. Le jour de son investiture à l'Élysée, François Mitterrand s'avance vers le Panthéon, accompagné de ses fidèles amis. Mais c'est solitaire qui les pénétrera pour célébrer le culte des ancêtres. L'idée de cette étrange cérémonie païenne vient de Jack Lang, le jeune délégué national à la culture au Parti socialiste. Quelques jours plus tard, il s'installe dans le fauteuil d'André Malraux au ministère de la Culture, sans que quiconque ait cru bon de lui demander son avis. Je l'ai appris, en vérité, je vais vous le dire comment, par Michel Charasse, qui, à l'Élysée, c'est un homme qui sait tout faire, tapait à la machine lui-même la liste des membres du gouvernement, lui-même pour éviter les fuites. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, Michel, que se passe-t-il pour moi? Il m'avait dit, tu es sur la liste des membres du gouvernement, tu es ministre de la Culture. On ne m'a pas demandé mon avis, et on ne me l'a même pas dit officiellement. Comédien ou metteur en scène à ses heures perdues, professeur de droit à Nancy dans les années 60, Jack Lang s'y fait remarquer en montant un festival de théâtre international. Nommé directeur du théâtre de Chaillot par Jacques Duhamel entre 1972 et 1974, il se rapproche ensuite du Parti socialiste. François Mitterrand, son mentor, le charge alors d'une mission délicate, davantage politique que culturelle. Peu d'artistes, peu d'écrivains se tournaient vers le Parti socialiste. Et ma mission a consisté à détacher en quelque sorte des intellectuels appartenant à la mouvance communiste pour qu'ils rejoignent François Mitterrand et le Parti socialiste. Ça faisait partie d'une stratégie, il faut le dire. Cette stratégie, Jack Lang l'a bâtie en faisant reprendre en compte par le PS une vieille revendication du PC, le 1% culturel. En clair, que le budget de la culture atteigne 1% du budget de l'État.
En 1981, il atteint péniblement les 0,5%. Jack Lang, ministre, en est convaincu, c'est l'argent le nerf de la guerre. Ce sera sa force. J'ai harcelé François Mitterrand, il faut le dire, souvent sur les questions budgétaires, et notamment à ce moment-là, pour insister sur 1%. Et puis, au cours du mois de juin, il me dit, franchement, ce ne serait pas raisonnable. Ce 1%, il faut le réaliser en 4-5 ans. Vous auriez trop d'argent et ce ne serait pas raisonnable. Donc je vous propose que pour la première année, nous fixions comme pourcentage 0,75. Comment avait-il calculé ce chiffre? Je n'en sais rien. En réalité, il correspondait exactement au doublement du budget de la culture. Peut-être que c'est le calcul qui avait été retenu. 0,75. Et j'arrive au Conseil des ministres où l'on devait examiner le projet de loi de finances présenté par Laurent Fabius, et je découvre que le ministère des Finances a fixé comme enveloppe 0,70. Alors naturellement, aussitôt, je mets un petit mot à François Mitterrand. Je n'obtiens pas 0,75, j'obtiens seulement 0,70. Et François Mitterrand, souverain, en conclusion du débat sur le projet de loi de finances, a dit, voilà, il y a 2-3 points sur lesquels je souhaite des changements. Ministère de la Culture, 0,75. Et en 1 minute, j'avais obtenu 500 millions de francs de plus de l'époque. Pourquoi ai-je demandé que 2 budgets se voient largement augmentés, la recherche et la culture? C'est parce que je veux que les Françaises et que les Français, et que particulièrement les jeunes filles et les jeunes hommes, sachent que le champ s'ouvre pour leur imagination, leur capacité d'énergie, leur maîtrise du monde, leur goût de vivre, leur enchantement devant la capacité de l'homme, devant la matière. C'est avec cela que la France sera plus qu'elle n'est aujourd'hui, le pays du renouvellement et des chances. La préoccupation culturelle, à partir de 1981, a eu un rôle très important pour légitimer la dépense publique en matière de culture, au même titre que les dépenses militaires, les dépenses sociales, les dépenses de santé. Bon. Et il fallait lancer le processus depuis l'État pour que les maires, les élus locaux, de façon plus générale, prennent en charge eux aussi cette préoccupation, ce qu'ils ont fait ensuite, ce qu'ils ont relayé. Ayant été à Beaubourg et ayant eu cette expérience de Paris, Paris plus Paris, égale toujours Paris, je me dis, mais en 81, 82, on va changer. Et donc, ce qu'on a fait à Paris, on va le faire dans toutes les régions. Et cette chance que j'ai eue, moi, jeune potache stéphanois, de rencontrer de l'art contemporain dans ma ville, je voudrais que chaque écolier de France, chaque étudiant, chaque parent puisse rencontrer des artistes dans sa ville. D'où l'idée des fonds régionaux d'art contemporain, et donc de faire des partenariats entre les nouvelles régions qui naissaient, et puis nous. J'ai lancé une bouteille à la mer. Nous avons écrit au président de région, leur disant, écoutez, si vous mettez 1, nous mettrons 1 million. Si vous mettez 2, nous mettrons 2. Si vous mettez 5, nous mettrons 5. Nous doublons la mise. Réponse unanime. Incroyable. Réponse unanime. Les musées nationaux parisiens ont attaqué cette initiative, disant, mais en province, ils ne savent pas acheter, ils vont acheter que des œuvres, j'allais dire des merdes. Mais c'est ce qui se disait, ils vont acheter des merdes. Et ça a été dit, et ça a été écrit, Art-Presse l'a dit. Qu'est-ce que c'est que ces jeunes freluquets qui se prétendent, nous seuls sommes compétents à Paris. Nous sortons des grandes écoles, on ne va pas nous donner des leçons. Et ça a duré longtemps, longtemps. Françaises, Français, vous ne lisez pas assez. Le ministre de la Culture, Jack Lang, veut vous inciter à lire davantage. Monique Atlan. Pour y parvenir, le développement prioritaire de la lecture publique reste l'objectif numéro 1. Une comparaison avec l'étranger montre notre retard. Si les Britanniques empruntent 10 livres par an à la bibliothèque, les Français, eux, se contentent de 2 livres par an seulement. Un retard qui devrait être définitivement comblé dès la mise en place sur tout le territoire de bibliothèques centrales de prêt qui faisaient encore défaut dans 17 départements français. Si Jack Lang suscite l'ouverture de centaines de bibliothèques et permet ainsi à 8 millions de Français de les fréquenter,
il va surtout élargir la notion de culture, quitte à la banaliser. C'est l'époque du tout culturel. L'art et la création sont mis à contribution pour lutter contre le chômage. Des milliers d'emplois sont créés dans la culture. Notre invité d'aujourd'hui, le ministre de tutelle, le ministre de la Culture, M. Jacques Lang. François Hoche a profité de cette occasion pour adresser une lettre en forme de critique au ministre Jacques Lang. Lorsqu'on dépouille le sondage effectué au printemps dernier, Monsieur le ministre, on constate que 77% de jeunes applaudissent à vos créations de salles de rock. 74% sont encore avec vous pour l'aide que vous apportez à l'aide à la création de productions françaises de télévision. Vos partisans sur ce point sont entre 50 et 65 ans, mais ce sont les jeunes encore qui applaudissent votre soutien à la bande dessinée. Il y a quand même 17% de puristes qui froncent le sourcil sur la BD. Mais Angoulême et sa foire sont des succès, aux surprises. Quand vous faites passer la mode au rang d'art majeur en l'invitant à l'Élysée et en lui offrant un musée, 52% des hommes disent bravo contre 48% des femmes qui l'eût cru. Mais une moyenne totale de 50%, c'est bon. Et pour l'aide apportée aux maisons de la culture, ça baisse. Quels sont les aspects de la vie culturelle sur lesquels vous êtes encore frustré, où vous vous dites j'aurais pu faire plus et il faudrait encore engager un certain nombre de choses? Bon, je crois que là où il y a beaucoup à faire encore, bien que nous ayons commencé, c'est pour l'éducation artistique des enfants et adolescents. Jacques Lang, le plus populaire des ministres, a une redoutable capacité à convaincre et un art consommé des médias. Pourtant, loin des projecteurs, il mène une action en profondeur en aidant notamment de nombreuses compagnies de théâtre, de danse, d'artistes de rue. Pour l'opinion, son action la plus symbolique restera la fête de la musique, une idée de Maurice Fleuret. Cette décision, elle a été prise entre deux portes, si vous voulez. Il n'y a pas eu comme ça une délibération savante, organisée, avec des notes. Non, ça a été un petit peu une sorte, je dirais, d'amusement. On s'est dit, après tout, on a bien le droit de s'amuser de temps en temps, après avoir beaucoup travaillé, et de proposer aux autres de s'amuser un peu. C'était plutôt une idée de potache ou d'étudiant. C'était pas quelque chose qui était savamment organisé et orchestré. Le régime socialiste tout neuf, en 81, s'emploie à créer des fêtes. Mais c'est pas tellement surprenant, parce que c'est toujours cette notion de religion laïque. La fête, c'est le lieu de convergence, de confusion, de fusion que les politiques rêvent toujours d'avoir à leur disposition pour resserrer en quelque sorte le lien social autour de leur programme. La musique pour Lang, c'était avant tout la fête de la musique. Pourquoi? Parce que la fête de la musique, ça se voit, ça fait un écho médiatique immédiat. Et je me souviens que pour la fête de la musique, je crois, de 1990, là, on m'avait dit comment est-ce qu'on fait pour lancer les choses, où est-ce qu'on peut, dans quel lieu on peut annoncer le programme de la fête et apparaître. Bon, et je lui avais fait une proposition, je lui ai dit, ce serait pas mal, il y a une école de musique à Villeurbanne qui pratique la mixité des musiques. Le ministre me dit, attendez, ne pensez pas, je vais quand même pas aller à Villeurbanne. Si je vais à Villeurbanne lancer la fête de la musique, je passe pas au JT de 20h. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé à la conférence de presse avec Michel Sardou et il a eu le JT de 20h. Attends, avant des pulsations de vie, 20h free, hey, François Mitterrand se doit d'inaugurer les grands travaux de son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing. La Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette et le musée d'Orsay, dont il se sent plus proche par sensibilité personnelle. Rendez-vous exceptionnel pour un musée exceptionnel. Le président de la République, entouré de Jacques Chirac et de Valéry Giscard d'Estaing, découvre l'un des plus beaux musées du monde. Bref promenade à la rencontre des joyaux d'un musée total. On commande à Rodin cette porte et il choisira de traiter la porte de l'enfer en l'honneur de Dante. Or, il se trouve que 106 ans plus tard, cette porte trouve enfin le lieu pour lequel elle était destinée. François Mitterrand aime trop l'art et l'histoire pour ne pas vouloir, à son tour, marquer son temps. Il avait une conception très monarchique de son destin. Et comme il se posait tout le temps la question quelle trace vais-je laisser dans l'histoire,
et que nous en parlions beaucoup, d'ailleurs on a des échanges de notes sur cette question-là, quelle trace va rester dans l'histoire, qui se concluait presque toujours par des bâtiments. J'ai également pris la décision, mesdames et messieurs, sans vouloir désobliger personne, de rendre le Louvre à sa destination. Et de ce fait, j'ai demandé au Premier ministre de prévoir l'installation et la construction du ministère des Finances dans des lieux aussi nobles qu'ils le méritent, mais sans qu'il y ait de confusion excessive entre l'état de fonctionnaire de cette noble maison et les objets d'art qu'il convient de montrer au public. La mère de Mazarine n'était pas étrangère au projet du Louvre. Je pense même, sans que personne ne l'ait encore écrit, que l'idée de faire déménager le Louvre et de faire déménager le ministère des Finances pour agrandir le Louvre vient d'elle. Mitterrand, tu es en train de tailler quelque chose, je sais pas quoi. Puis, ah bonjour, monsieur Biasini, monsieur le président. Est-ce que vous voudrez faire le Grand Louvre? Écoutez, je ne sais pas bien ce que c'est, mais moi je suis d'accord. Si il s'agit du Louvre, je suis d'accord. Bien, Jack Lang vous convoquera. Voilà. Ça a duré 2 minutes. C'était jeudi mars, peut-être février 82. Et là, j'attends la convocation de Lang. Rien. Et Lang a fini par m'appeler en septembre. Je crois qu'à ce moment-là, déjà, Paye avait fait ses premiers projets, on était d'accord, et Mitterrand était d'accord pour que Paye le fasse. Quand on commande un palais à Le Vau et qu'on demande à Lenot de dessiner les jardins, c'est pas très différent de prendre un Chinois des États-Unis, Paye, en lui disant « Tiens, faites donc un peu quelque chose au Louvre ». Et puis, bien sûr, il y a des commissions, etc. Mais enfin, on s'arrange. Un concours d'architecture est organisé sous l'égide du ministère de la Culture. Sans surprise, c'est le projet de Paye qui est retenu. Et le soir du concours, je me souviens, Lang me dit, mais monsieur le Président, c'est pas définitif, c'est pas... j'ai écouté, monsieur le ministre, c'est votre concours, c'est votre jury, j'ai eu l'honneur de le présider et celui de vous donner les résultats. Et alors à ce moment-là, pendant 1 heure, on a marché avec Lang sur les terrasses, c'était le début du printemps. Sur les terrasses, je l'ai fait Malraux, j'ai des kilomètres, et Lang me démontrait que Paye n'était pas l'architecte qui jugeait le meilleur pour cette affaire, qu'il avait bien mieux, qu'il connaissait mieux, etc., etc. Un matin, vers 8 heures, tôt, avec François Mitterrand, Jack Lang, Émile Biasini, qui était chargé de la côté de construction, de réalisation des grands travaux, Paye, 1 ou 2 autres conseillers, donc une toute petite équipe. Et il y avait là une grue et des gros tuyaux de caoutchouc. Et il s'agissait de voir sur le site quelle taille aurait la pyramide du Louvre et à quel endroit on l'inscrirait. Quand la cohabitation s'est annoncée, que fin 85, on sentait bien que les choses allaient mal tourner, François Mitterrand n'avait qu'une obsession en domaine culturel, c'était de rendre le départ du ministère des Finances du Louvre irréversible. Et donc l'obsession, c'était, vraiment, il en parlait tout le temps, d'accélérer les travaux pour faire que ce soit irréversible. Atmosphère cordiale ce matin rue de Valois entre Jack Lang et François Léotard, qui avait à ses côtés Philippe de Villiers, son secrétaire d'État. Bref bilan de Jack Lang et conclusion. Je souhaite à ceux qui aujourd'hui ont la charge de cette fonction d'aimer cette maison avec la même passion et le même enthousiasme. Et je ne doute pas qu'ils y trouvent ici beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Aujourd'hui, on s'inquiète pour le projet du Grand Louvre. Le Louvre doit être restauré. Pour cela, le ministère des Finances devait déménager. Finalement, il reste. Tout ça est bien compliqué. Alors, que va-t-il se passer?
Jean Pézieux, tout de suite, nous donne des explications. Messieurs Balladur et Juppé ont affirmé cet après-midi, je cite, qu'il y a impossibilité pour le noyau dur des finances à s'éloigner excessivement du Parlement. 1200 fonctionnaires du ministère ne déménageront donc pas, pour le moment, de la rue de Rivoli pour laisser la place au Grand Louvre. Catastrophique si nous n'avons pas Richelieu, parce que le Louvre, c'est comme biologiquement, c'est un corps comme ça, hein? Sans Richelieu et sans bras. J'étais convaincu que la présence du ministère des Finances à cet endroit était incongrue. Je l'ai dit au titulaire de l'époque, à M. Balladur, et M. Mitterrand savait que je pensais cela puisque je l'avais dit publiquement. Et donc j'ai aidé au processus du déménagement du ministère des Finances hors du Louvre, hors du Grand Louvre. François Léotard poursuit avec zèle la construction de la pyramide. Par contre, quoi qu'il en dise, il ne parvient pas à convaincre Édouard Balladur d'abandonner l'aile Richelieu du Louvre. Édouard Balladur, malgré ça, a fait reconstituer l'aile du Louvre pour s'y installer dans des conditions assez surréalistes, puisque quand j'allais voir le ministre des Finances de l'époque, on marchait sur les gravats pour arriver à son bureau. C'était vraiment une volonté de nuire. François Mitterrand était fou de rage de cette... Je pense que ça fait largement partie des raisons pour lesquelles il s'est représenté, pour en finir avec le Louvre. La pyramide de verre aujourd'hui achevée, le chef de l'État vient tout naturellement l'inaugurer. En fait, que les caves soient comme ça en retrait, c'est une très bonne idée. Hein. C'est une forme déterminante du pouvoir. Et pour avoir, dès mon adolescence, puisque j'étais étudiant à Paris, pour avoir beaucoup circulé, je me suis beaucoup promené dans Paris. Dans ma tête, c'est vrai, à tout moment, je rebâtissais... Ah oui, déjà? Oui, déjà. Bon, je ne pensais pas que j'en aurais l'occasion. Mais quand j'en ai eu l'occasion, je ne l'ai pas raté. Mitterrand réélu en 1988, Jack Lang retrouve sa place rue de Valois. Un secrétariat d'État aux grands travaux est créé. À sa tête, Émile Biasini. Il bénéficie d'un budget autonome au sein du ministère de la Culture. Le Louvre, la Grande Arche et l'Opéra Bastille, à l'origine une idée de Jack Lang, sont achevés. Pour son deuxième septennat, Mitterrand, amoureux des lettres, lance la construction d'une nouvelle bibliothèque sur une suggestion de Jacques Attali. Jamais Paris n'aura été autant transformé depuis Napoléon III que sous François Mitterrand. Le malheur a voulu que la plupart des bâtiments qu'il a souhaités, à la fin, ne correspondaient pas à ce qu'il aurait aimé. Il n'aimait pas l'opéra, il n'aimait pas le ministère des Finances de Bercy, il n'était pas enthousiaste de la Grande Arche. La Grande Bibliothèque, il a aimé, mais il n'a pas pu en voir toutes les faiblesses. Et il était très heureux de ce cloître qu'il avait souhaité. Je pense que c'est le bâtiment qui ressemblait le plus à ce qu'il avait aimé. Naturellement, son chef-d'œuvre, pour lui, ce qui restera comme son... C'est celui qui n'est pas un bâtiment. C'est le Louvre, qui n'est qu'une traduction fonctionnelle d'un retour à la tradition. Si l'histoire retiendra probablement des années Mitterrand les grands travaux, c'est surtout l'irruption de la notion d'industrie culturelle qui les caractérise. Dès 1981, Jack Lang avait imposé le prix unique du livre, manière de reconnaître que le livre était devenu un bien de consommation, mais signifiait qu'il devait échapper aux lois du marché. C'est un moment important. C'est le moment où on lance aussi des actions pour aider fiscalement ou la rénovation des monuments historiques ou le cinéma, les abris fiscaux, les tax shelters. C'est-à-dire que l'économie accueille la culture. La culture est considérée comme un secteur très dynamique et de plus en plus important de l'économie. C'est une révolution. C'est pas du luxe. C'est pas quelque chose de comme ça, de superfétatoire. C'est vraiment, ça entre au cœur de la nation. C'est surtout dans l'audiovisuel que l'évolution va être spectaculaire. Les techniques évoluent rapidement et à l'étranger, les chaînes privées se multiplient. En 1981, Mitterrand autorisait les radios libres.
En 1985, il met fin au monopole d'État en télévision et crée Canal+, la première télévision privée en France. Son cahier des charges lui impose de financer le cinéma hexagonal. Plus surprenant, il autorise Berlusconi à créer la 5, une caricature de ce qui se fait de pire dans des chaînes commerciales. La télévision à laquelle nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi. Jack Lang, ministre de la Culture, n'est pas consulté. J'ai failli quitter le gouvernement. Et finalement, nous étions à 3 mois des élections législatives. Je ne pouvais pas faire un coup pareil à ceux qui m'avaient fait confiance pendant des années. En même temps, j'avais obtenu, comme compensation, si j'ose dire, que le 6e réseau que l'on voulait créer soit affecté à une chaîne musicale, parce qu'il me paraissait important pour la politique de la musique en France qu'il y ait une chaîne musicale qui soit une sorte de locomotive de la création musicale. Voilà. Un an plus tard, en 1986, en pleine cohabitation, TF1, la première chaîne créée par l'État en 1947, est privatisée par François Léotard. C'est la première fois qu'un ministre de la Culture et de la Communication abandonne au privé un domaine sur lequel il a autorité. De nombreuses voix s'élèvent. Mais lorsque la gauche revient au pouvoir, elle ne reviendra pas sur cette décision. Et je crois que là, ça a été une transformation brutale et un abandon de la culture au cœur de la politique. Le seul élément positif de ce qu'on peut appeler le développement des chaînes privées, c'est l'existence d'Arte. L'évolution qui s'est faite dans ces quelques années a été évidemment un grand mouvement de nombreuses chaînes de télévision, plutôt avec une dérive commerciale et privée, et le besoin quand même de montrer qu'on pouvait faire aussi autre chose. Et c'est comme ça que cette chaîne culturelle européenne est née. Arte va prendre son envol ce soir. Les uns parlent français, les autres allemand. Mais tous se comprennent. Tout le monde comprend aussi l'enjeu. Ce soir, grâce aux relais hertziens, aux câbles et aux satellites, la télévision européenne sera à la portée d'au moins 100 millions de téléspectateurs. Et ça n'est qu'un début. En 1992, l'inauguration d'Euro Disney aux portes de Paris symbolise la mondialisation de l'industrie des loisirs. Mais derrière cette façade bon enfant, il y a aussi du cinéma, de la vidéo et de la musique qui, eux, sont au cœur de l'industrie culturelle. Il est en train de se réaliser la prédiction d'Hannah Arendt dans la crise de la culture, c'est-à-dire que l'industrie démocratique de la démocratie de masse est par excellence l'industrie du loisir, l'industrie du divertissement, et que cette industrie-là, elle prend l'œuvre, l'art et la culture comme une matière première dont elle va, en le malaxant, le transformant, l'associant à d'autres choses, en faire des produits de divertissement. En 1993, les USA veulent imposer la libéralisation du commerce mondial des biens culturels qui représente une part importante de leurs exportations. Les cinéastes français, les premiers en danger, se mobilisent. Les politiques les soutiennent. Le ministère de la Culture n'a d'autre choix que de mener la bataille de l'exception culturelle. Moi, quand j'ai voté pour l'Europe, quand j'ai voté pour Maastricht, c'est parce que j'étais convaincue que tous, vous alliez défendre ça, ce que nous représentons tous dans notre identité. C'est pour ça que j'ai voté pour vous. Et je compte sur vous pour l'exception culturelle. C'est la première fois que l'on perçoit le fait que nos politiques culturelles ne s'arrêtent pas aux limites du territoire national, qu'elles peuvent être mises en cause, remises en question par des événements extérieurs, et y compris des événements liés à l'économie, à la mondialisation économique, à l'OMC. Ce n'est pas une bataille franco-française protectionniste, c'est une bataille philosophique, c'est une bataille sociale, c'est une bataille culturelle, et nous ne sommes pas en train de défendre des avantages acquis. Ce qui a été frappant, c'est que nous avons aussi mobilisé l'opinion publique, car de droite comme de gauche, tout le monde s'est mis à dire il faut obtenir l'exception culturelle.
terme d'ailleurs qu'on avait inventé et qui voulait dire il faut que la culture soit par exception en dehors du système de libéralisation du GATT. Lorsque Jacques Chirac succède à François Mitterrand, le ministère de la Culture est devenu une gigantesque machine. 21 000 agents, plus de 2,5 milliards d'euros de budget annuel, et pourtant, derrière la bataille pour l'exception culturelle, aucun projet d'envergure enthousiasmant. Seule une timide tentative volontariste réconcilie pour un temps culture et politique autour de la fracture sociale. On va surtout essayer de mieux diffuser la culture, d'essayer d'augmenter l'accès à la culture pour le plus grand nombre. Il n'y a pas de raison que le théâtre ou que les salles de concert soient réservées à 10% simplement de la population française. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire concrètement qu'on va déjà prendre 20 sites dans des banlieues difficiles ou des cités défavorisées et on va avec des centaines d'artistes aller là-bas pour créer des spectacles parce que je crois que la culture c'est un des derniers liens sociaux, un outil de lien social qui peut exister. 29 projets culturels de quartier sont aidés par le ministère. Au Havre, c'est un atelier de danse animé par François Raffineau qui tente de retisser le lien social. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué à travailler dans le même sens qu'on a toujours fait, avec des moyens un peu supérieurs. On a certainement approfondi le travail. De là à savoir si ça a effectivement émargé sur des classes populaires qu'on ne rencontrait pas, je ne crois pas. Enfin, en tous les cas, moi, ce n'est pas ce que j'ai vécu. En 1997, c'est de nouveau la cohabitation. Catherine Trottmann tente de mettre fin au vieux corporatisme du ministère. En vain. Plus grave, la rue de Valois semble à bout de souffle, incapable de générer des projets novateurs. J'aurais souhaité que le ministère de la Culture puisse être un point non pas seulement de normes, de discussions réglementaires, législatives, mais soit aussi un lieu de pensée. Changement d'importance, le départ de Catherine Trottmann, qui était ministre de la Culture, elle sera remplacée par Catherine Tasca. Voici son portrait par Laurent Hakim. Elle aime Mozart et Paolo Conte, Flaubert pour la lecture et Jouvet pour le théâtre. Et puis la télévision populaire, si elle n'est pas populiste, elle chante le répertoire scout dans sa voiture, mais jamais, dit-elle, dans sa voiture officielle. En 2001, Catherine Tasca gagne enfin la bataille du 1% budgétaire, dans l'indifférence générale. Paradoxalement, alors que l'exception culturelle est provisoirement préservée, au ministère de la Culture, c'est la crise. Une poignée de multinationales regroupe depuis peu les industries de la culture et de la communication. Leur emprise croissante sur la consommation culturelle des Français renvoie le ministère de la Culture au fondement même de son action. Qu'est-ce qui peut fonder aujourd'hui l'action culturelle publique? Est-ce que c'est, par exemple, comme le pensait Malraux, de lutter contre les effets du marché sur la culture? Le grand projet de Malraux, rappelez-vous, c'était de dire nous avons des ennemis. Les ennemis de l'art, ce sont les usines à rêves, la télévision de mauvaise qualité, le cinéma de mauvaise qualité. La légitimité de l'action de l'État, c'est de préserver la grande culture, les grands chefs-d'œuvre de l'art, contre cette invasion du marché. Cette position doctrinale est aujourd'hui, comme vous le savez, complètement subvertie par l'idée beaucoup plus moderne, consistant à dire il est impossible de hiérarchiser entre les différentes formes de culture, c'est doctrinalement difficile à articuler, c'est illégitime sur le plan politique. Tout ce qui est une expression culturelle est important, est lié à l'identité des personnes, des communautés. Chaque communauté a droit à sa culture. Le rôle de l'État, c'est de veiller à la diversité, à la liberté d'expression et à la diversité. Mais à ce moment-là, le problème est que l'État en arrive à soutenir aussi bien les expressions culturelles déjà soutenues par le marché que les autres. Et quand il faut faire des choix, quel choix on fait? Celui du marché parce que c'est celui du grand nombre, celui du non-marché parce que c'est celui qu'il faut protéger. L'État n'arrive plus à choisir et il n'arrive plus à fonder son choix surtout. Et il y a une crise idéologique majeure de la culture qui est aussi une crise politique, bien sûr. Une chose est sûre, malgré les acquis considérables d'une politique culturelle qui continue d'inspirer partout dans le monde, quelque chose ne tourne plus rond au sein du royaume farfelu de la rue de Valois.
La bureaucratisation y prospère et au dire des artistes eux-mêmes, le clientélisme et les corporatismes sont devenus une plaie. Pire encore, l'échec avéré de la démocratisation culturelle est vécu comme un camouflet. Que faire alors ? Inviter les élus de la République à faire preuve de courage dans leurs choix culturels ? Probablement. Admettre une fois pour toutes que les enfants doivent être, dès l'école, confrontés sérieusement à l'art et à sa pratique ? Sûrement. Laisser plus que jamais les artistes nous surprendre et, quand il le faut, réveiller nos consciences ? Certainement.